Désormais, c'est une grande nouveauté, le dernier week-end de juin sera consacré à la fête de la montagne. Grâce à une mobilisation sans précédent de tous les acteurs de ce secteur touristique, eh bien, vous allez pouvoir participer à des activités de plein air absolument fabuleuses. Alors ça se passe les 28 et 30 juin, mais moi, une semaine avant cet événement, j'avais envie de vous donner l'envie de prendre de la hauteur, l'envie de respirer et peut-être même l'envie d'y participer. On va passer 1h30 ensemble dans un décor de rêve, ici même, c'est parti. Et voilà le décor dont je vous parlais. Des images extraordinaires, des alpages verdoyants dominés par des sommets étincelants, des lacs aux reflets azur qui rivalisent avec le ciel, des chalets en bois cachés dans la forêt d'épicéas ou de mélèzes, la pureté de la glace et de la roche, le frisson de la haute montagne. Tout au long de cette émission, nous allons voyager depuis la Haute-Savoie où je me trouve actuellement jusqu'au cirque de Gavarnie où nous rejoindra Éric Perrin et puis en passant bien sûr par les Hautes-Alpes où se trouve Nathalie Simon. En attendant, moi je suis dans la vallée de Chamonix. Regardez comme il fait beau, regardez comme c'est beau. Je suis sous le col des Montets face au majestueux massif du Mont Blanc. Derrière moi, il y a l'aiguille du Midi et puis bien sûr l'aiguille verte. Et on va passer une bonne partie de cet après-midi ensemble dans ce décor de rêve avec tous mes invités qui, vous le verrez, entretiennent un rapport étroit avec la montagne, parfois intime. On va parler de randonnée, d'alpinisme, de terroir, de reblochon, de fromage, de marmotte, mais on va aussi parler de sport. Et quoi de mieux pour parler de sport qu'une grande sportive? Nathalie Simon, vous la connaissez, elle a été championne de planche à voile, elle est très à l'aise sur l'eau, mais quand on lui a demandé pour nous de tester des sports de montagne, elle a tout de suite accepté. Bonjour Nathalie, tu te trouves où exactement? Salut Laurent, je me trouve dans mes Hautes-Alpes chéries, c'est à Vallouise, c'est le fief des Alphans et on est vraiment aux portes du parc national des Écrins. C'est vrai que je t'entends parler de rebolochon, de trucs comme ça, non il faut se bouger, la montagne on peut y faire beaucoup de sport Laurent. Alors tu nous proposes quoi? Tu vas tester quoi pendant cette émission? Je vais tester ce qu'on peut faire en famille l'été, du cheval, de la via ferrata, du rafting et puis de l'équitation, vous allez voir, c'est facile, c'est accessible, c'est fun. Bon, on te retrouve tout à l'heure et tout au long de cette émission. Alors Guy Schromreuil, quand on découvre la montagne, généralement c'est par la randonnée. Toi tu connais bien cet univers de la randonnée. Pourquoi est-ce que ça a autant de succès? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de pratiquants en France? Oui, c'est vrai qu'on parle de plusieurs millions, 11-12 millions de randonneurs en France. Alors, le test, il est simple. Quand on rencontre quelqu'un en ville, on lui dit « Et toi, comment tu vas ?»« Ah, je cours partout. » Le mot magique de la société d'aujourd'hui, c'est le stress. Et un beau jour, on coupe avec le stress, on rentre chez soi, on se dit je vais prendre un sac à dos, petit si possible, je vais prendre des godasses et je vais partir. Avec une bonne paire de mollets. Voilà, et plus personne ne m'ennuiera, même si on part avec des copains. On part pour l'aventure, c'est un mot galvaudé, mais on part pour le silence, on part pour la découverte. On laisse derrière soi tout ce qui quand même fait notre vie de tous les jours, mais nous ennuie bougrement. Et puis alors, il y a évidemment une part d'effort, parce que ça monte, en tout cas en montagne. On peut adapter la randonnée. On n'est pas obligé de se faire des sommets à 3000 mètres à chaque fois qu'on sort. Oui, alors quand on dit la randonnée a un engouement formidable, il faut corriger, pas assez en montagne. Alors au risque de faire lever les bras au ciel de tous ceux, vous le savez, ils existent, qui veulent garder la montagne pour eux, je pense qu'il n'y a pas assez de randonneurs en montagne. Pourquoi? Parce qu'on leur a un peu raconter des histoires aussi. C'est-à-dire que quand on parle de la montagne, on parle, c'est vrai, risque, un peu danger. Alors c'est pas ici dans la vallée de Chamonix où le PGHM, les gendarmes de haute montagne font un boulot remarquable que je vais nier, ça bien sûr, il faut prendre des précautions. Mais on n'est pas obligé d'aller sur un glacier, on n'est pas obligé de tutoyer les cimes. On peut aller en famille sur un sentier très cool, dans cette région, faire 1 heure, 2 heures, c'est pas la peine non plus d'en baver. Donc je pense que
En montagne, on peut venir davantage à condition de changer l'image qu'on a. On est dans un jardin, on n'est pas dans un théâtre d'exploits et de dangers. Encore une fois, en prenant le Ça dépend minimum de où, mais précautions. regarde par exemple ici, ça fait partie de la grande traversée des Alpes. L'endroit où on se trouve, Oui. le refuge de la Bouerne, là, Oui. fait partie de cet itinéraire que tu connais bien, puisque tu es président de ce trek européen. C'est quoi exactement? C'est un chemin inimaginable. La grande traversée des Alpes, c'est ce qu'on appelle le GR5, qui traverse toutes les Alpes. Mais là encore, le mot peut faire peur. Et moi, tu l'as dit, qui en suis président, attention, la grande traversée des Alpes, c'est vrai que c'est un itinéraire énorme, hein, plusieurs centaines de kilomètres, qui part notamment de Thonon, du lac Léman, jusqu'à Nice. Ouais. Mais on peut en faire des petits bouts. On n'est pas obligé de... encore une fois, quand on est en ville avec ses enfants, votre gamin, il va dire « Attends, on va pas faire la grande traversée des Alpes, ça va être infernal. » Non, En fait, faut on fait pas des lui petits dire, bouts. on fait des petits bouts, puis à la fin, Mais il se on rend fait compte des qu'il a petits traversé bouts, les Alpes. comme on vient de le dire, il y a des refuges sympas, etc. Ouais. Et encore une fois, on n'est pas obligé de faire 1000 mètres de dénivelé. C'est important parce que ça a fait peur à des générations de jeunes et de familles aujourd'hui. La montagne, c'est pour tout le monde. Et puis ceux qui veulent aller plus haut, eh ben, ils vont plus haut. Nous, on reste en bas et on voit des choses sympas. Tu vois, il y a quelque chose qui était vraiment le symbole quand j'étais petit de la randonnée, c'est les bivouacs, hein, les nuits en refuge ou tout simplement au bord d'un lac. Et là, je vais vous montrer quand même un extrait d'une émission que j'ai adorée. C'était sous le col du Galibier à Valloire. On a bivouaqué au bord du lac des Cerfs. C'est un souvenir fabuleux. Je suis sûr que vous allez m'y regarder. Sur la route qui me mène vers mon rêve de gosse, j'ai rendez-vous avec Thierry Daco. Il est accompagnateur en montagne et photographe animalier. Plan l'achat, au pied des premiers lacets, et le début de la randonnée. Bientôt, le lac des Cerfs apparaît au creux d'une prairie verdoyante à 2450 mètres d'altitude. Je découvre que Gérard et son équipe sont juste derrière nous, avec leurs ânes et le matériel. C'est leur deuxième voyage de la journée et ils nous ont préparé un bivouac grand luxe. Grâce aux ânes, nous n'avons pas eu à porter les tentes, les duvets, ni le repas du soir. Ils ont été sages? Moyen. Ils avancent pas? Je sais pas si c'est le chargement. Ah, c'est pour ça que c'est pour ça. Génial. Franchement, on n'est pas bien là. Voilà. On décharge les baudets. Allez. Cette nuit au bord du lac des Cerfs, je l'attends avec impatience. Encore des souvenirs d'enfance, d'eau glaciale et d'étoiles. Tu viens nous Ça- donner un coup de main pour la tente Non, attends, faut que je m'occupe de la mienne avant. Attends. Voilà, Non. à demain. Il nous a bluffé. Hein. La vie du camp s'organise, la nuit tombe, les nuages s'étalent dans la lumière du soir. Alors là, Michel, c'est un bivouac de luxe, hein, parce qu'on a monté du bois, de quoi faire un barbecue, il y a beaucoup de matériel, parce qu'on avait envie tout simplement de partager ce moment. Tout à l'heure, quand le soleil a commencé à se coucher, tu as fait le tour de toutes les tentes en disant, les gars, si vous avez des duvets et des vêtements, il faut les rentrer à l'intérieur, parce que l'humidité va tomber. L'ennemi dans les bivouacs, c'est l'humidité, l'eau. Plus que le froid. Voilà, parce que Ouais. on n'arrivera pas, après c'est conducteur, et le froid va te saisir de partout. Quoi. Là, on est à 2400 mètres d'altitude. Hein. Ouais, c'est ça, oui. Bon, il fait pas chaud quand même. Ben, avec le vent du nord, là, ouais, Il fait pas très chaud. Nous, on avait envie de faire la nuit la plus courte de l'année. C'est celle-ci, hein, parce que c'est le solstice d'été aujourd'hui. Voilà. Et on avait envie d'être au sommet du Galibier demain. Alors, on verra si on y arrive. En tout cas, on va aller se coucher. Sauf que, bien sûr, nous n'avons pas été nous coucher tout de suite. Sous les étoiles, autour d'un feu, on refait toujours le monde. Et la nuit fut vraiment courte. Bon, je suppose que la question, ça va être, est-ce qu'il a bien dormi? Et bien la réponse est oui. Alors, est-ce que j'ai bien dormi? Oui. Est-ce que j'avais assez dormi? Non, parce que les nuits sont courtes, évidemment. Fabrice, toi, tu es accompagnateur en montagne. Ça veut dire que les gens qui découvrent cet univers fabuleux pour la première fois passent souvent par des gens comme toi. J'espère. On a tant de choses à partager, tant de choses à voir que parfois on passerait à côté en regardant juste le chemin devant soi. Et nous, on est un peu là pour
un peu dire écoutez, regardez, sentez, il y a plein de choses à découvrir. En fait, tu es un passeur, j'allais dire. Pas forcément un guide. Les gens, le chemin, ils peuvent le faire tout seul. Mais comme tu dis, ils pourraient ne pas comprendre le paysage ou ne pas tout savoir. Qu'est-ce qu'ils te demandent principalement? C'est vrai que quand on vient en montagne pour la première fois, on veut voir une marmotte, Ça. un chamois, Ouais. un aigle royal. Mais ce sont des animaux sauvages, donc on essaye bien de passer des contrats avec eux pour qu'ils viennent comme ça, selon notre bon vouloir, mais ça marche pas trop. Alors que les insectes, les petites fleurs, le paysage, les cailloux, finalement ça, c'est un monde à redécouvrir. Alors toi, tu es quand même le roi de la marmotte. Hein. J'ai jamais vu ça. J'ai fait une randonnée avec Fabrice. Il m'a dit, ça c'est le spot mondial de la marmotte. C'était dans le Champsaur, donc dans les Alpes du Sud. Et on s'est arrêté un petit moment. Et je voudrais juste qu'on voit cet extrait parce que c'est à mourir de rire. Regardez. Oh, ça y est, ça se regarde juste derrière vous. oui, derrière moi. Alors celle-ci c'est Joséphine, hein, donc elle est sympa. Elle est apprivoisée C'est par la l'office de moins timide. tourisme du Champsaur. Ah bah Joséphine, ouais, c'est connu. Et tu sais que je n'ai jamais vu de ma vie une marmotte d'aussi près. C'est vrai? Ouais. Tu veux pas te tourner un peu? Montre-nous ton meilleur profil. Donc faut bien dire qu'on ne nourrit pas les animaux sauvages. On ne nourrit pas les animaux sauvages, il a dit. Hein. Même si ça leur fait plaisir. Hein. C'est comme un enfant à qui tu donnerais des bonbons et du chocolat toute la journée. Ah, il il aurait sera des caries. content, mais il y aurait des problèmes. Évidemment, la marmotte, elle, ne le sait pas. À peine a-t-on sorti un truc à grignoter Appétissant. qu'elle franchisse les limites. Ah oui. Voilà, attention, vous allez voir un accompagnateur qui va se faire bouffer l'oreille par une marmotte. Tiens, prends-le. Ça va, C'est pas cocotte? possible, mais c'est pas possible. Ah ouais, non, Elles mais ça sont c'est mon dingues. œil, ça c'est mon nez. Elles sont dingues. Rien à voir, c'est là que ça se passe. Et oui, contrairement à la légende, la marmotte ne plie pas le papier alu dans le chocolat, mais en revanche, elle aime le chocolat. Et ça, c'est très important de le redire parce que il faut pas leur donner à manger, ça les tue. Je pense qu'on a bien compris. Hein. Ouais. Ça leur fait du mal. Ouais. Alors je te donne des nouvelles de Joséphine, d'ailleurs, elle te passe Comment le elle va bonjour. Hein. Ouais, elle va bien, ça va. Bah, y a beaucoup de neige, donc elle a un peu faim cette année. Pas beaucoup d'herbe à manger encore. Hein. C'est dans le parc des Écrins. Comment t'expliques que cet endroit-là, les marmottes soient à ce point-là pas sauvages, quoi? Moi, j'avais jamais vu une marmotte me grimper dessus, quand même. Elles se sont habituées à notre présence, hein. Elles ont remarqué qu'on n'était pas dangereux, que effectivement, si on leur pouvait leur donner une petite sucrerie, elles étaient contentes. Mais dès qu'on fait 150 mètres, 200 mètres de plus, Ouais. les marmottes retrouvent leur Elles leur vivent méfiance normalement. naturelle. Quoi. Ouais. Alors c'est un rapport ambigu, hein. Toi tu aimes les animaux comme tous les accompagnateurs en montagne, comme Thierry Daco qu'on a vu tout à l'heure dans le sujet. Les approcher sans les déranger, c'est toujours la difficulté. C'est pour ça qu'on utilise des jumelles, une longue vue, et que parfois on peut apprendre à les entendre, à les écouter, à les reconnaître par le son. Les sentir, c'est plus compliqué hein, déjà. Alors moi je peux vous dire que randonner avec un accompagnateur quand on ne connaît pas la montagne, c'est vraiment extraordinaire parce que ça vous permet de comprendre comment ça se passe. Puis tu connais les gens, tu expliques comment ça existe, comment les montagnes se sont formées. Et ça c'est très intéressant pour tout le monde. Merci Fabrice. Mais je t'en prie, à bientôt. Alors quand on veut faire de la rando, parfois il faut, pour aller un peu plus haut, passer des passages un peu difficiles. Et là on est parfois obligé de faire la Via Ferrata. Ça tombe bien parce que Nathalie, c'est ce qu'elle a testé pour nous justement. Nathalie. Ah oui, alors c'est vrai qu'après avoir vu les marmottes, on peut avoir envie d'un petit peu d'action. Et la Via Ferrata, c'est une vraie activité famille. Je suis allée dans le Queyras, du côté de Château Queyras, au-dessus du Guil. C'était vraiment sympa, très impressionnant. Et la petite Jade était tout aussi novice que moi. Regardez. Alors pour cette première activité, on va faire de la Via Ferrata, c'est une grande chance. On est vraiment sur les gorges du Guil et on va aller jusqu'à Château Queyras, regardez, au Fort Queyras là-haut. Et là, c'est une championne. C'est ça. Elle va être devant moi tout le temps. En revanche, je crois qu'on va être copines toutes les deux, hein Jade? Parce que tu n'en as jamais fait. Non, jamais. Et votre papa? J'ai accompagné là quelques fois, mais il y a longtemps. Celui-ci, c'est pas un très compliqué, c'est ça? Alors dans le Queyras, c'est la plus accessible et de manière générale, elle reste quand même très facile puisqu'elle peut accueillir des enfants à partir de 7 ans. Mais il faut vraiment penser à encorder nos enfants quand on y va. Et puis tu t'occuperas de moi, hein, d'accord Jade? D'accord. Donc là, on va partir sur la Via Ferrata. Le départ du câble se trouve ici. Voilà. Ok, donc là, vous êtes encordés, vous êtes obligés de vous attendre. Faut que tu m'attendes, poulette. Maintenant, si tu veux faire une blague, Ouais, c'est ça, c'est très drôle. La poulette? Oui. Allez. Ça va, les experts? Il y a
quand même un petit peu de gaz, comme on dit. Attends-moi, Jade. C'est haut quand même. Hein, c'est quand même haut, hein. Et là, après, c'est que des prises naturelles. Tu trouves les petites prises naturelles au-dessus. Voilà, là. Mais tu continues à faire ce que tu fais, c'est super. Sur les mains, là. T'as eu un petit peu peur quand même à un moment, Jade, non? Oui, un petit peu. Ouais, tu l'as pas montré quand même, hein? Non. C'est parce qu'on est tous ensemble et puis tu t'es dit, bon, on va pas montrer que j'ai un peu des chocottes. C'est à quel moment que tu as eu peur? Quand c'était beaucoup raide vers là-bas. Ah ouais, oui, c'est vrai. Calme, calme, calme. Doucement, doucement. Bravo, Jade. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Tu sais, les acrobranches, ça les entraîne un peu à ça quand même. C'est le même système et Sur les mousquetons et les lignes de vie. Hein? Yes! Lève les yeux, qu'est-ce que tu vois au-dessus? Alors, on est presque arrivé. Youpi. Première voie ferrata faite. Bravo. Là. bravo les filles. Et là, elle est vraiment championne. Hein. Bravo à tous. Et ça, c'est Château Queyras et c'est un endroit magnifique. Dis donc, Nathalie, je suis pas sûr que ça m'aurait beaucoup plu. Moi, j'ai un peu le vertige en montagne parfois. Toi, je sais, mais tu sais, la petite Jade, elle a 8-10 ans, hein, donc tu serais arrivé toi aussi. Quand on part dans une via ferrata avec une accompagnatrice comme nous, ça paraît assez facile. C'est ni plus ni moins qu'un acrobranche avec un tour en dessous et quelques mètres de plus. Et un casque sur la tête, il faut un matériel Toujours. particulier. Ah, ça c'est vrai, il faut un matériel particulier, le casque obligatoire, évidemment un baudrier, et ça c'est la longe qui permet de s'accrocher à la ligne de vie. Et la règle importante, c'est qu'il faut toujours avoir au moins un mousqueton sur la ligne de vie, donc on se décroche d'un, on se raccroche d'un autre, etc. On n'est jamais dans le vide. Et ce qui est très important quand on est avec les enfants, c'est que l'adulte soit toujours encordé, relié avec l'enfant, c'est super important. Mais dis-moi, les via ferrata en général sont en accès libre, hein. On n'est pas obligé d'avoir un guide. N'empêche qu'en famille, quand on commence, il vaut mieux le faire avec un guide, non? Ah ça c'est vrai qu'elles sont en accès libre et c'est vraiment à vos risques et périls. Tout ce matériel, il faut que vous l'ayez avec vous, le vôtre, alors que si vous partez avec un guide pour environ 30 € la sortie, ben vous avez le matériel fourni et le guide vous donne des conseils précieux et surtout vous rassure parce qu'il y a des moments où quand même, vous l'avez vu hein, sur le sujet, on avait un petit peu peur, Jade et moi, il y avait un petit peu de gaz comme on dit en montagne et là le guide c'est important. Et puis il y a différents niveaux de via ferrata. Il y en a qui sont très aériennes, il y a celle du diable du côté d'Ossois en Maurienne. Elle fait vraiment peur, celle-ci je l'ai faite. Et puis celle-ci qui est plutôt sympa dans un cadre magnifique. Hein. Celle de Château Queyras, c'est vraiment une des via ferrata que vous pouvez faire quand vous êtes débutant, que vous avez le vertige comme toi, Laurent, ou avec les enfants. C'est vraiment idéal pour débuter, pour apprendre et surtout, comme tu le disais en préambule de cette émission, pour avoir l'envie d'avoir envie. Merci Nathalie. En tout cas, ça m'a presque convaincu. Lionel Daudet, toi tu es alpiniste, guide de haute montagne. La via ferrata, tu as arrêté depuis un petit moment, non? Oui, mais enfin, ça m'arrive toujours d'emmener des jeunes en via ferrata parce que quelque part, c'est une belle découverte du monde vertical et ça donne envie d'aller parfois un peu plus haut. Oui, c'est la première étape. Ça peut en être une, oui. Alors, je ne vais pas refaire tout ton CV, des expéditions dans le monde entier, des ouvertures de voies. J'aimerais quand même qu'on parle de ta dernière opération, ta dernière expédition qui était franco-française, puisque tu as eu la drôle d'idée, ça s'appelle le dos de tour, de suivre sur le fil la frontière de notre pays, aussi bien dans les Pyrénées que dans le Jura, que dans les Alpes, qu'en Bretagne ou en Lorraine. Exactement, c'est tout simplement vivre l'aventure à sa porte et redécouvrir la montagne et des choses d'une manière un peu différente, justement en ayant une immense cordée humaine qui va faire plus de 200 personnes pour faire cette boucle de 15 mois. Et ça fait combien de kilomètres au total? Ça fait un peu plus de 7000 km, mais c'est 7000 km qui sont toujours comme ça. Ouais, quoi. Alors, toujours comme ça par ici, mais en Lorraine, c'est plus plat. Alors c'est plus plat, mais c'est beaucoup de broussailles, c'est beaucoup de marécages. Des autoroutes à traverser. Des autoroutes à traverser. Et en Bretagne, il y a des
d'escalade à nouveau. Hein, sur Il y la a falaise. aussi un peu d'escalade parce que le jeu était vraiment de suivre et de coller le plus possible à la frontière ou au littoral. Alors, est-ce que ton expérience d'alpiniste t'a servi, y compris en plaine? Qu'est-ce qu'un alpiniste peut partager avec quelqu'un de la plaine? Il partage beaucoup de choses. Déjà, c'est des valeurs humaines, c'est les valeurs de l'esprit de la montagne qui sont aussi les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, solidarité, amitié, convivialité, simplicité, diversité. Tout ça, je l'ai retrouvé sur le tour. Parce que tu t'arrêtais évidemment chez l'habitant ou dans des gîtes? Alors il y avait tout, il y avait l'habitant, il y avait des gîtes, il y avait ma femme qui me suivait en camion, il y avait des amis qui nous hébergeaient. Ça a été beaucoup d'amitié, beaucoup d'humanité. Mais c'était une expérience d'abord sportive ou humaine? Alors c'est 50-50, c'est les deux. Bon, pas de refuge, en tout cas pas sur la côte basque. Alors après, hein, on a eu un peu des refuges plus en montagne. Dans les Pyrénées, quand voilà, t'as fini le tour. ou alors quand ils n'étaient pas trop loin de la frontière, on descendait, mais il fallait pas que ce soit non plus dans la vallée, Ouais. ou alors quand il y avait vraiment du mauvais temps qu'il fallait se replier. Mais les refuges, ça fait partie de ton quotidien de guide et d'alpiniste. Bah bien sûr, c'est un peu le port où on se trouve bien, le port où on va être accueilli, où des gardiens vont nous nourrir, vont nous doucher, vont nous bichonner. Et ça, c'est aussi un beau moment de partage qui est, à mon avis, essentiel et qui fait partie aussi de la montagne depuis la vallée jusqu'au sommet. Ouais, alors il y a un refuge que tu connais sûrement, il se trouve là-bas, dans le massif du Mont Blanc, sur l'arête du Goûter. C'est le refuge du Goûter, l'ancien d'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi après, qui est assez particulier et qui a une ambiance délirante. Hein. On ne s'attend pas à trouver une ambiance comme ça à 3800 mètres, regardez. Ceux qui arrivent sur l'arête du Goûter, principale rampe de lancement pour le sommet du Mont Blanc, s'attendent à un univers calme et serein. Et pourtant, dans l'ancien refuge du Goûter, règne une ambiance assez particulière. Allez, on envoie. Sono branché en permanence, ambiance de fête. Ici, le travail se fait en rythme. On fait souvent la vaisselle en musique, ouais. Toujours la vaisselle en musique. Depuis l'aube, Florence, Kevin et les autres s'activent en cuisine. Il faut préparer le repas du soir, assurer le service à la demande de ceux qui ont réservé quelques heures au goûter. Une omelette complète. Bon appétit tout le monde. L'esprit d'équipe ici, c'est pour ça qu'on est là en fait. Ouais. Sinon, ça aurait aucun intérêt, je pense. Je pense que c'est un refuge qui n'est pas toujours facile, donc si on s'entend pas bien entre nous, ça fonctionne pas. Le plan de table est affiché, je vous laisse vous placer pour le repas du soir. Deux services, plus d'une centaine de convives, sans parler des retardataires accueillis jusqu'à minuit. Les gardiens ne comptent pas leurs heures et vivent dans une promiscuité imposée par la conception des lieux. Lorsque le jour s'achève, ceux qui n'ont pas réservé doivent se contenter de dormir sur ou sous les tables du réfectoire. Et ceci jusqu'à 1h du matin. Car au beau milieu de la nuit, c'est déjà l'heure pour Amélie et son équipe de préparer les petits déjeuners. Il n'y a pas de temps à perdre pour conquérir le Mont Blanc. Il leur faut faire place nette. On est en train de nettoyer le réfectoire parce qu'il y a les gens qui vont commencer à attendre pour le petit déjeuner. Donc les gens qui n'avaient pas réservé, il faut qu'ils sortent. Take everything and you go outside right now, please. It's not the question. Et on est souvent obligé de faire un peu violence parce que ça prend souvent beaucoup de temps. Les premières cordées quittent lentement le refuge et attaquent les traces qui vont les mener quelques 1000 mètres plus haut sur le toit de l'Europe. Alors il y a une super équipe au refuge du Goûter. Ils n'ont pas un travail facile, on l'a vu, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde. À l'époque, il n'y avait pas assez de place. Tu le connais ce refuge? Ah oui, je le connais, mais c'est vrai que je le fréquente pas trop parce que c'est une dimension très particulière du Mont Blanc qui est pas celle que j'appréhende le plus et que je préfère finalement. Il y a trop de monde? Il y a un peu beaucoup de monde et c'est vrai que pour moi la foule malheureusement tue le rapport que l'on peut avoir à la montagne et ce rapport justement de sérénité, on l'a vu sur les images, n'est pas toujours là, quoi. C'est sûr. Alors en tout cas, le nouveau refuge du Goûter, après un petit peu de retard dans son ouverture pour des raisons administratives, va pas tarder à ouvrir. Et là, il y a une architecture extraordinaire et ça ressemble un petit peu à beaucoup d'autres refuges que l'on voit en Suisse. On est en train de changer ces lieux d'accueil, peut-être parce qu'il y a plus de touristes, moins d'alpinistes dedans. Je pense aussi qu'il y a des matériaux qui changent tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans, on savait juste se couper du froid en mettant des toutes petites fenêtres et maintenant on a des grandes baies vitrées justement, on a des matériaux qui nous permettent de nous isoler du froid et de donner un confort qu'on ne pouvait pas avoir 50
50 ans en arrière. Et pour moi, je trouve que l'architecture contemporaine comme celle du nouveau refuge du Goûter peut vraiment très très bien se marier avec l'environnement et être tout simplement dans l'air du temps. Ouais. Et il y a des refuges moins inaccessibles que celui-ci, qui est quand même à 3850 mètres d'altitude. Il faut quand même y aller, hein, c'est Exactement. haut, ça grimpe fort. Par exemple, dans ton département, la vallée de la Clarée, la vallée de Névache, voilà, il y a plein de petits refuges très accessibles. Exactement, des petits refuges qui ont été aménagés pour accueillir des familles, avec même des petites chambrées, des endroits très cosy, justement très agréables, où justement on est dans des étages de végétation où on a encore un peu, comme on l'a vu avec Fabrice, les marmottes, les petites fleurs, etc. Et qui donnent au lieu justement ce côté très intimiste du refuge qu'on n'a peut-être pas justement au refuge du Goûter, où là on est dans une dimension parce qu'on est là pour y aller vraiment. Oui. Voilà. On a quelque chose à faire. Il y a plus de stress, alors que là, voilà, dans des zones de plus basse altitude, justement, peut-être qu'on prend le temps de mieux vivre la montagne. Ouais, ce sont les Suisses d'ailleurs qui ont lancé cette mode de la rénovation des refuges, et ils ont fait des choses extraordinaires d'un point de vue architectural. Avec, on aimerait que ça soit son chalet, hein, et ça fait partie du plaisir de la montagne, parce que maintenant le refuge est pour certains un but en soi. On ne va pas plus haut, on va dans le refuge, on s'y arrête et on y est bien. Exactement, il y a des défis à plusieurs niveaux. Il y a le défi effectivement du sportif qui veut aller grimper les sommets, il y a le défi architectural, et puis il y a le défi aussi de Monsieur Tout-le-Monde qui va se dire, voilà, il y a ce lieu qui est assez exceptionnel, situé dans un endroit extraordinaire, et puis voilà, le but, ça va être d'y aller, et pourquoi pas de dormir, de partager un moment avec le gardien, et le lendemain matin, après avoir assisté à un immense lever de soleil à la beauté du monde, on redescend en vallée tout simplement rempli et profondément heureux, parce qu'il n'y a rien besoin de plus que ça. Dis donc, tu as fait pas mal de choses en montagne, tu as encore des choses à faire. Alors, il ne s'agit pas toujours de faire des ouvertures, de faire des nouvelles voies. Est-ce que tu as encore des envies différentes ? Oui, bien sûr. Je crois que le pire qui pourrait arriver à un alpiniste qui a beaucoup baroudé sur la planète, ce serait de devenir blasé et finalement d'avoir le regard qui s'use et plus du tout l'envie d'être en montagne, l'envie tout simplement de se dire à chaque fois combien merveilleux est ce monde et combien il me remplit, combien il m'apporte. Donc pour moi, il n'y a pas du tout de malaise, d'être mal ou de drogue, simplement de se sentir bien là-haut, et pour moi, ça reste toujours aussi présent, quoi. Ouais, c'est un vrai plaisir, tout simplement. Oui, et puis ce bonheur tient à rien, il suffit juste de lever la tête, de se mettre debout et de marcher. Ouais. Et d'ailleurs, je te crois, hein. Quand on voit le paysage qu'on a derrière nous, je te crois. Nathalie, elle a un joli paysage aussi derrière elle, c'est celui de Valouise, du côté du parc des Écrins, et je crois que tu as testé encore un autre sport plus rafraîchissant, celui-ci. Un sport rafraîchissant, tonifiant, plein de sensations et surtout accessible à tout. On était en raft sur le Guil en famille avec Gilles. Alors Gilles, c'est une jeune Parisienne. Je peux vous dire que Gilles, elle avait un petit peu les chocottes. Elle a eu raison parce que ça a un petit peu brassé, regardez. Hey! Et après, pour que ça tienne bien, on oublie souvent celui-là, on resserre. Un peu d'attention ? Oui, j'ai un peu les miquettes. Chocottes. Les chocottes. T'es saucissonné ? Oui, je suis bien, je respire à peine, tout va bien. Tout va bien. Allez-y. Ceux qui vont se mouiller vous saluent. En ce qui concerne les descentes qu'on va faire aujourd'hui, vous avez vu là, c'est calme. Donc on va commencer sur une partie calme, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis après, progressivement, on ira dans des passages avec des vagues, des passages mouvementés. Mais t'inquiète pas Gilles, si tu as un petit peu d'appréhension, tu verras, ça se fait tout en douceur. La descente en raft, comme je disais l'autre jour à un ami, c'est la musicalité de l'eau vive, c'est quelque chose de poétique même. Mais tu es poète. Oui, mais c'est de la poésie naturelle, magnifique. Comme ça, t'as pagaie, et tu tires vers toi. Ce qui fait que ça freine pas le bateau, ça permet juste d'orienter par là. Tu pivotes. Voilà, alors on appelle ça un appel. Je dis Nathalie appelle, vas-y, hop, tu tires vers toi. Si jamais il y a un endroit où c'est un petit peu trop difficile, on risque d'être déséquilibré, vous inquiétez pas, on stabilisera le bateau. C'est qu'à là, notre grand cri de guerre, c'est Banzai! Et là, vous mettez au fond du bateau, hop, comme Noémie. Allez, on fait un essai. Banzai! Allez vite à vos places. On va partir. Hop là, ouais, super. Excellent. Allez, Nathalie appelle. Voilà, encore un peu. Allez, en avant, c'est parti.
Ok, on laisse aller le courant, nous emmener, ça va tout seul, maintenant qu'on a pris un peu de vitesse. J'adore. Ok, go, go, go! Go! Oh là! Oh là! Allez, Nathalie, appelle! Allez, en avant! Ah, c'est délire! Ouais. Youhou. Ça va, Gilles? Ah ouais! On marche! Yeah! C'est énorme! T'es prête pour le triple saut? Allez, youhou! Je sais pas. Triple saut, rien que le mot. Vraiment qu'on rentre ainsi du bonsaï. Ah ouais. Pas qu'on oublie. Bonsaï! À vos places! Youhou. Bon Nat, si j'ai bien compris, quand on dit bonsaï, tout le monde bouge quoi. C'est génial ce truc. Exactement, si je te dis bonsaï, tu dois vite rentrer dans le bateau. Moi, quand je revois les images, j'ai vraiment tous ces éclats de rire en tête. C'est fun. Alors évidemment, c'est impressionnant, hein. Il faut avoir un casque, une bonne combinaison et surtout le gilet de sauvetage. Mais quand on est accompagné par un Vincent, on se sent tellement en sécurité qu'on en profite réellement, Laurent. Mais vous n'êtes pas attaché au bateau, hein, parce que s'il se retourne, il faut que chacun puisse se débrouiller tout seul, c'est ça? En fait, il y a des straps au fond du bateau, donc Ouais. tu peux mettre des cale-pieds, tu mets un pied, tu retiens évidemment par les abdominaux, donc c'est bon, hein, ça gaine, c'est super bon. Si jamais par mégarde quelqu'un tombe à l'eau, en fait le bateau va plus vite que la personne, donc Vincent est capable tout à fait de manœuvrer le bateau et de récupérer celui qui est tombé à l'eau. Franchement, on craint rien. Et puis, alors là, quand on est sorti, le guide était vraiment impétueux parce que c'était il y a une dizaine de jours. Dans l'été, la rivière est beaucoup plus calme et à ce moment-là, c'est plus facile d'y aller avec des enfants plus jeunes. Mais vraiment, Oui. c'est génial. Et alors une petite baignade après le raft, ça se fait? Parce que je crois qu'il doit être à 6 ou 7 degrés en ce moment, c'est de la fonte des neiges le guide. Hein. Non, mais si tu vas avec une énorme combi comme ça, il n'y a aucun problème. Alors, c'est accessible hein, parce que c'est 35 € pour un baptême. Et si vous voulez vraiment partir la journée avec un guide et puis pourquoi pas pique-niquer au bord du Guil, c'est 68 €. C'est une expérience assez étonnante. Ouais. Vraiment, c'est mieux que tous les parcs d'attractions du monde. Oui, et en plus, il y a des parties de rivière qui sont beaucoup plus calmes. Hein. Là aussi, c'est comme le VTT, c'est comme tous les sports. On n'est pas obligé de faire les chutes, comment tu appelles ça? Les 3 sauts, c'est ça? La triple chute La qu'on a triple fait chute. hein, justement alors Ouais. que la jeune Gilles était un petit peu terrorisée. C'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que le guide est tout à fait capable d'arrêter le bateau, Ouais. de descendre en voiture, on le porte à la force des bras et de nous remonter hein, et de reprendre une partie moins impétueuse. Ou alors s'il est avec un équipage super expérimenté, s'il sent qu'on a tous les gros bras, d'aller faire les triples chutes. Nous on a fait une triple chute, tu as vu les images, c'est Ouais, c'est impressionnant. musclé, ça secoue. Ouais, ouais. Mais surtout, on se marre et on a des sensations qu'on n'a jamais dans la vie de tous les jours. C'est ça aussi la montagne l'été. Et ben en tout cas, ça fait envie. Tiens, je suis un peu plus convaincu que pour la Ferrata. Merci Nat, à tout à l'heure. Et vous, À tout à l'heure. qu'est-ce qui vous fait grimper? Pourquoi est-ce que vous transpirez? Pourquoi est-ce que vous avez envie d'aller là-haut? C'est peut-être tout simplement pour le plaisir de vous retrouver au cœur de ces paysages dont certains sont mythiques. Regardez, comme par exemple le Cervin. Le Cervin, c'est l'un des plus célèbres. Il est connu dans le monde entier. C'est une pyramide de granit posée par-dessus l'horizon, au-dessus de Zermatt en Suisse. Le Cervin et ses 4478 mètres vaincus en 1865. Vous le connaissez par Edward Whymper, un grand alpiniste. Les Dolomites en Italie aussi, paysage mythique. Et ces fameuses 3 cimes de l'Avarezzo, un paysage de création du monde où se succèdent d'impressionnantes falaises blanches et des forêts tranquilles de Mélèze où il fait bon se promener. L'Aiguille du Midi aussi, à Chamonix, et son téléphérique qui permet à tous de toucher du doigt la haute montagne, les paysages grandioses du plus haut sommet d'Europe occidentale et bien au-delà, les massifs de Savoie qui entourent celui du Mont Blanc.
Voilà, le massif du Mont Blanc et ses fleuves de glace qui ont donné souvent envie à des gens de venir s'installer ici. C'est ce qu'on verra tout à l'heure avec André Manoukian. Et puis, il y a un autre endroit où il y a des paysages mythiques. Vous le savez, ce sont les Pyrénées dans le sud-ouest. C'est là que m'attend Éric Perrin. Il est en tournage, je crois, pour son émission Cap Sud-Ouest dans un drôle d'endroit, sur une drôle de montagne. Exactement, Laurent, en tournage sur une grande montagne, une montagne étonnante puisqu'il s'agit d'une montagne de sable. C'est bien évidemment la dune du Pilat à l'entrée du bassin d'Arcachon. Il faut savoir qu'avec ses 109 mètres d'altitude, elle détient un record, celui de la plus haute dune littorale en Europe. Cap Sud-Ouest, c'est une émission que nous tournons avec ce drone qui nous permet d'avoir des images étonnantes, des points de vue inédits sur les territoires que nous explorons. Et bien sûr, nous avons fait voler notre drone au-dessus de la chaîne des Pyrénées, plus précisément au cœur du parc national des Pyrénées, à Gavarnie. Gavarnie, c'est bien évidemment la brèche de Roland. Alors, l'été, il est facile d'y accéder, c'est même parfois, disons-le, un peu bondé, mais l'hiver, c'est une autre histoire. Pas question d'y partir en touriste, mais vous allez le découvrir. Comme toujours, la montagne, c'est récompenser les audacieux. Le spectacle offert par le cirque de Gavarnie est toujours aussi saisissant. Peut-être encore un peu plus l'hiver que l'été, quand les randonneurs sont plus rares, que les espaces sont vierges. « 6,5 km de diamètre, une paroi verticale de 1500 mètres, le cirque est comme un mur minéral qui verrouille la vallée. On ne s'aventure pas dans cet espace sans en connaître les codes, les dangers. Mathias Trey, guide de haute montagne, nous ouvre la voie. Donc le cirque de Gavarnie, il est né de la formation des glaciers en fait. C'est des glaciers qui étaient très très imposants, qui descendaient jusqu'à Lourdes, à peu près 50 km plus bas. Et du fait de la configuration et de la roche calcaire, les glaciers ont creusé vraiment un amphithéâtre au-dessus du village et contre les parois. Alors notre destination c'est quoi? La brèche de Roland. On y va? On y va. Allez, je te suis. La brèche de Roland, le Graal de Gavarnie. La conquérir, c'est à la fois atteindre la crête du cirque à 2804 mètres, mais c'est aussi effleurer le sommet des contes et légendes des Pyrénées. Roland, le neveu de Charlemagne, l'aurait ouverte alors qu'il tentait de détruire son épée Durandal après la bataille de Roncevaux. Plus on approche du but, plus la brèche devient imposante. Et tout au bout des efforts, la récompense, la révélation, l'ivresse. Il y a un silence lorsqu'on arrive là, tellement c'est merveilleux, époustouflant. Il y a une ambiance, un silence, quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. On découvre un paysage totalement différent. C'est quoi de l'autre côté? C'est l'Espagne. On est sur la frontière, on est sur, on va dire, des massifs complètement différents. C'est que du calcaire. Et on a devant nous, juste face à nous, le canyon d'Ordesa, qui fait une dizaine de kilomètres de long. D'ailleurs, on est pile sur la frontière. Là, je pense qu'on a un pied en France, un pied en Espagne. C'est une frontière naturelle, mais c'est une frontière qui, à l'époque, où on n'était pas aussi industrialisé, etc., les routes, on n'avait pas de véhicules et tout, les interactions agricoles entre les paysans du côté Gavarnie et les paysans du côté Torla se faisaient naturellement par l'école et plus facilement que le fait de descendre dans les vallées.
Comme vous avez pu le voir, il a énormément neigé sur les Pyrénées cet hiver, les chutes les plus importantes depuis une centaine d'années. Il neigeait encore il y a un mois, alors surtout si vous partez dans les semaines qui viennent, il reste dénévé. Soyez comme toujours en montagne extrêmement prudents. Oui, record d'enneigement puisque la station de Portet-Puymorin a même réussi à rouvrir ses pistes en juin, ce qui était une première là-bas. Et puis on pense à nos amis pyrénéens qui ont essuyé une sale période d'inondation là il y a quelques jours à cause justement de la fonte de ces neiges. Alors Eric, en dehors du cirque de Gavarnie, tu l'as dit, qui est très fréquenté l'été, je suis sûr que tu as des endroits un peu plus secrets, non ? Bien sûr, Laurent, avec 430 km de l'océan Atlantique jusqu'à la Méditerranée, vous vous doutez bien que la chaîne des Pyrénées offre beaucoup de possibilités avec une constante, l'esprit sauvage. J'ai choisi pour vous une vallée, la vallée d'Aspe. C'est l'une des 3 vallées en Haut-Béarn avec Barrétous et Ossau. Et là se trouve un petit joyau, le cirque de l'Esquin. On quitte le magnifique village qui se trouve à 900 mètres d'altitude, qui est d'ailleurs le plus haut village des Pyrénées-Atlantiques, un village où l'on peut voir des maisons bâties entre le 11e et le 15e siècle. Direction le cirque, qui est l'empreinte en négatif d'un immense glacier qui était à cet endroit il y a plus d'1,5 million d'années. Au choix, le pic d'Anny, la table des 3 rois ou les mythiques aiguilles d'Ansaber. Après avoir traversé une splendide forêt, elles jaillissent au milieu des estives. Il faut compter environ 2h30 pour atteindre l'une des cabanes de berger qu'on appelle Caillolard, cabane au pied d'un apic de 300 mètres qui est un mythe de l'escalade, le Spigolo. C'est une randonnée facile que l'on peut faire en famille. Il y a toujours ce bonheur de croiser les bêtes qui sont durant l'été aux estives. Il y a cette formule célèbre de Gaston Rebuffat, grand alpiniste. Les montagnes offrent le décor, mais c'est aux hommes d'inventer l'histoire qui va avec. Dans les Pyrénées, tout le monde peut inventer son histoire, se fabriquer ses souvenirs et je vous promets qu'à l'Esquin, ces souvenirs sont aussi magiques qu'inoubliables. Eh bien, je te crois, sans problème. Merci Eric. On te retrouve dans Cap Sud-Ouest, où tu vas de temps en temps dans les Pyrénées. Et puis les téléspectateurs de cette région ont la chance d'avoir une émission dédiée mensuelle à ce massif qui s'appelle Pyrénéos. Autre paysage mythique s'il en est. Et là, je me tourne vers Nathalie parce que si on a choisi Valouise, c'est parce qu'elle est au pied du massif des Écrins, n'est-ce pas Nathalie ? Ah oui, alors je suis dans un univers qui est un petit peu moins minéral que le vôtre, peut-être un petit peu moins haute montagne, mais on est vraiment aux portes du parc national des Écrins, avec le dôme des Écrins dans un premier temps, qui est finalement l'initiation à l'alpinisme assez facile. Quoique, Laurent, parce que c'est un endroit où il y a des courses, des marches d'approche assez longues et finalement pour faire des sommets pas si compliqués, il faut du temps. Et c'est aussi pour ça que ce parc national des Écrins est si prisé. Il est sauvage, il est un peu difficile d'accès. Et puis, évidemment, il y a derrière la barre des Écrins qui culmine à 4100 mètres. C'est quand même les Écrins, le 2e plus haut massif français après le Mont Blanc, Laurent. Voilà, et ça c'est dans les Alpes du Sud, c'est sympathique comme endroit, il n'y a pas de remontée mécanique qui permettent de faire de grimper à 3000 mètres, c'est vierge. C'est totalement vierge. C'est vrai qu'on a Gaspard Delamèche qui avait été un des gars du pays, comme on dit, qui a vaincu le pic de la Mèche qui culmine à 3983 mètres. C'est sauvage, tu l'as dit. Il n'y a pas de remontée mécanique. On se déplace à pied avec peut-être un âne si on a envie d'un petit peu suivre avec du matériel. Mais c'est vraiment la nature comme on l'aime, la nature pure. Ça se passe du côté des Hautes-Alpes et tu sais que je les aime. Eh bien oui, puisque tu vas très souvent, on s'était rencontrés là-bas d'ailleurs. Merci Nathalie. Alors devant moi, j'ai le plus grand paysage mythique, en tout cas l'un des plus connus au monde, c'est le massif du Mont Blanc avec ses fleuves de glace qui descendent. Et évidemment, la beauté de ce paysage a permis à certaines personnes d'avoir envie de venir s'y installer. C'est le cas d'André Manoukian. André, vous le connaissez parce qu'il est animateur de télé, découvreur de talent dans la Nouvelle Star. Vous savez sans doute aussi qu'il est auteur, compositeur, jazzman, mais vous savez peut-être moins qu'il est profondément amoureux de la montagne et j'ai pas résisté au plaisir d'aller visiter sa superbe maison en sa compagnie. Regardez. Plutôt bien garé ici quand même. Comme tu dis, bien garé. Et alors, le truc de dingue, c'est que je me suis aperçu que donc là, c'est l'aiguille du Midi qui est un peu dans les nuages. L'arête de droite, elle s'appelle l'arête des Cosmiques, tu le crois? Ouais. C'est un endroit pour moi, ça, ici. Et alors, ton premier contact avec la montagne, t'étais très jeune? Je suis tout gamin, je vire ma cutie, donc je fais 3 mois de préventorium à Chamonix. Ça arrange bien les affaires de mon père, qui est plutôt montagne. Ma maman était Méditerranée.
Et du coup, toutes les vacances, c'est ici. Et c'est ici le lieu de souvenir voilà, de mômes d'hiver, des premiers skis, des premiers randos et tout ça, quoi. Mais entre avoir ces souvenirs-là et venir carrément s'installer pour vivre à Chamonix, il y a du chemin. Bah, c'est un peu le rêve, quoi. Tu vois, quand tu as un endroit que tu aimes, que tu affectionnes particulièrement, où tu te retrouves et tout, et puis qu'un jour, bon, c'est pas moi qui ai décidé de m'installer ici, c'est plutôt mon épouse Stéphanie. Ouais. C'est toujours les femmes qui ont le courage de choisir le nid. Et un jour, elle me dit, j'ai trouvé une vieille baraque, c'était ce truc-là, mais c'était une ruine, je te dis pas. Et je dis, mais t'es folle, comment ça s'appelle l'endroit? Elle me dit, les Songes-Nages. Je dis, Songes-Nazes en plus. Mais voilà, faut pas prononcer le Z et tout ça. Non, faut pas prononcer. Très vite, je me suis aperçu que c'était juste un vrai pied, quoi. Et cette montagne, tu te contentes de la regarder de chez toi ou tu y vas vraiment? Je la regarde et je la grimpe un petit peu quand même. Je la grimpe gentiment, hein. Bah oui, là tu vois, j'ai fait l'arête des Cosmiques déjà. Je fais souvent la vallée blanche avec des copains. J'ai fait la petite verte par là-bas. Je fais une montagne tranquille, mais je grimpe un petit peu. Puis je fais du télémarque. Télémarque, c'est cool, c'est les skis. À l'ancienne. C'est pas toi que j'ai expliqué ça. Puis il y a un truc qui est génial quand t'es pianiste. Là où j'aime bien la regarder aussi, la montagne, c'est quand je suis derrière le piano. Parce que regarde, t'as de la chance, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pianistes qui ont ce luxe-là. Je me mets au piano et qu'est-ce que je vois dans le reflet? C'est génial, ça. Je vois le glacier des Bossons. L'Aiguille du Midi. Exactement. Et ça t'inspire quand tu composes? Ah ouais, je peux pas faire n'importe quoi là quand je suis là, tu vois. Je suis plutôt dans des choses douces. Tu peux pas lui jouer n'importe quoi à la montagne, tu comprends? Ça inspire le respect et puis surtout, moi tu vois, je suis parti dans l'image comme ça et dans la musique, naturellement. Et André ne se contente pas seulement d'admirer cette super montagne, l'Aiguille du Midi, le glacier des Bossons. Il participe vraiment à la vie chamonniarde. Il s'est intégré ici et il organise chaque été le Cosmo Jazz. Alors c'est un festival assez extraordinaire. Il y en a certains qui disent que c'est le Woodstock du jazz en pleine montagne. Ce sont des concerts gratuits. Il y en a 74 pendant la semaine du 27 juillet au 4 août, un peu partout dans les montagnes de la vallée de Chamonix. Parfois au bord d'un lac, parfois au sommet du Brévent, dans des endroits de pleine nature qui donnent une résonance particulière à cette musique. Et ça mérite vraiment le détour. On arrive à avoir jusqu'à 1300 personnes en pleine montagne comme ça pour écouter des grands musiciens. Tout à l'heure, on ira quand même manger un brin parce qu'après une randonnée, en général, on est content de prendre un petit sandwich. Mais on va commencer par boire un verre d'eau déjà avec Caroline. Caroline, elle a fait un peu comme André. Elle a quitté la ville pour venir s'installer en montagne. Dessinatrice de bande dessinée, illustratrice pour des magazines de mode, elle, Cosmopolitan et tout ça. Ouais. Et qui a décidé de quitter la capitale et son Stras pour aller vivre à Manigot. Alors Manigot, c'est quand même pas, c'est pas l'enfer. Manigot, c'est une jolie petite région dans les Aravis en Haute-Savoie. Pourquoi est-ce que tu as décidé de quitter la ville ? Parce que j'en pouvais plus, parce que c'était moche, ça sentait mauvais, je devenais énorme. Il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait aucun sport à faire sans débourser une somme d'argent. Donc voilà. Et puis j'aimais la montagne. Oui, mais pourtant, tu fais un travail qui, en principe, est en prise directe avec l'esprit citadin. Ouais. Ah oui, mais ça n'empêche pas. Justement, il y a un côté décalé, peut-être. Et puis à la montagne, on est à la montagne, on a tout ce qu'il faut, comme si on était en ville. Il y a le gaz, il y a le téléphone, et il y a même Internet. Oui, maintenant, oui. Voilà. Alors, toute cette histoire de ton adaptation, parce qu'il a fallu quand même une bonne période d'adaptation, tu la racontes dans cette bande dessinée qui me fait, moi, hurler de rire, parce que je connais bien le milieu de la montagne, et c'est tellement vrai, qui s'appelle Quitter Paris. Et on voit un petit peu la différence culturelle qu'il peut y avoir entre le monde parisien et celui de la Haute-Savoie, qui est pourtant pas non plus un endroit perdu, mais quand même. Non, puis il y a plein de monde en Haute-Savoie. Il y a les locaux, comme je les appelle, et puis il y a les gens comme moi, que j'appelle les expatriés, qui viennent d'ailleurs. Il y a des Anglais. Ouais. Il y a les Anglais, il y a les Hollandais, il y a plein de gens passionnants. Donc on s'y retrouve. Alors comment ça se passe quand tu débarques avec tes talons aiguilles, ou presque, dans un petit village, au bout d'une route, dans une maison un peu perdue, et que tu dis coucou, c'est moi. Au début, on te répond pas trop. Après, je pense qu'ils ont pris des paris pour savoir si on allait rester. Puis voyant que ça fait 13 ans et qu'on est vraiment au bout de Manigot, je pense qu'ils commencent un peu à nous respecter. Certains d'entre eux n'habiteraient pas là où on habite. Oui, parce que c'est le bout du bout de la route. Ouais, c'est le bout du bout. Il n'y a plus de route. Ouais. Voilà, il n'y a plus de route, c'est un chemin. C'est quand même déneigé l'hiver. Ouais. Donc c'est parfait, non mais on s'en sort très bien.
On y arrive. Faut le vouloir. Ouais, faut le vouloir. Et la première fois que tu as passé un hiver à la montagne, c'est un hiver très enneigé, je crois. C'est un hiver très enneigé. On n'avait pas bien vu que le chalet n'était pas isolé, qu'il y avait en fait qu'une cheminée pour se chauffer. Donc sur 2 étages, c'est pas possible. Donc on se chauffait au poêle à pétrole, les trucs qui sont très mauvais là. Ouais. Et franchement, c'était très dur. Ouais. Alors pour le travail, ça se passe comment? Parce que c'est bien joli de vivre dans un endroit de rêve, mais enfin, ça suffit Internet, le téléphone pour avoir des contacts, pour rester dans le move, comme on dit, dans la vie parisienne? Non, pour rester dans le move, non, ça suffit pas. Faut ou retourner à Paris ou avoir ce que j'ai moi, c'est-à-dire un agent. Ouais. Donc quelqu'un sur Paris. J'ai cru que tu allais dire un mari, mais lui il reste plutôt en Haute-Savoie. Lui, non, lui il reste en Haute-Savoie. Au pire, il va dans les Landes, mais il retourne pas à Paris. Sauf pour son boulot, contraint et forcé. Et donc j'ai un agent qui démarche pour moi les clients à Paris. Ouais. Donc ça c'est pratique, moi j'y retourne peut-être 2-3 fois dans l'année, si je veux. Vous avez, je sais parce qu'on a fait une émission là-bas, vous avez créé avec toutes les femmes de Manigot une sorte de communauté et vous êtes complètement impliqués dans la vie locale. Ouais. Ça s'appelait, alors c'est pas de bol, elle vient de date dissoute. Bon, enfin, l'esprit dure. Ah mais l'esprit reste, il y a plein d'activités. Donner des cours de dessin, des cours de poterie, il y avait des cours de couture. Alors maintenant, je pense que chacun va faire ça un peu de son côté, mais les activités continuent. Oui, mais en fait, du coup, tu as recréé cette solidarité montagnarde, même entre Parisiennes. Parce que quand on a la montagne, finalement, on prend vite le mode de vie, c'est ça? Ouais, moi, on s'adapte très bien, on fait la part des choses, côté montagne, et puis on retrouve notre vie... Bon, tu repartirais pas à Paris pour rien au monde. Pour rien au monde. En tout cas, vous pouvez lire cette bande dessinée et beaucoup d'autres. Tu parles de ta grossesse, c'est moins notre sujet, ça. Mais c'est très drôle aussi. En montagne. À 45 minutes de l'hôpital, par exemple. Il faut bien viser. Ouais, c'est ça. Merci Caroline. Alors, avant-dernier ou dernier sport, je sais plus, enfin peu importe, on va retrouver Nathalie dans les Hautes-Alpes. Tu nous prépares quoi, Nathalie, cette fois? Et il faut vraiment que je t'aime. Hein. Il faut vraiment que j'aime mes Hautes-Alpes parce que tu m'as proposé de l'équitation, du cheval. Et le cheval, c'est pas mon meilleur ami, mais on est parti du côté de Villars et c'est vrai que c'est quand même génial de pouvoir découvrir la nature avec ce qu'on appelle le meilleur ami de l'homme. Regardez. Donc Nathalie, je te présente Quechua. Bonjour Quechua. Voilà, c'est une fille. C'est une fille, c'est une jument de race Fjord, très gentille. Voilà, elle va suivre tranquillou. Tu t'inquiètes de rien, elle a l'habitude, elle sait faire. On va où alors? Tranquillement, au col fromage. Au col fromage, c'est un joli 300 mètres. Voilà, d'altitude. Donc on a à peu près 450 mètres de dénivelé. Voilà, à peu près 450 mètres sur 2,5 km. Puis on mangera un peu de fromage au col fromage. Voilà. Elle est pas belle la vie? Voilà, belle vue. Belle vue. Allez, Totem. Ah ben les ânes, ça avance pas. Hein. Il cherche sa place, Totem, il sait pas là. Tu mets un petit peu en avant. Ouais. Super, voilà. Voilà. Et moi, elle rase le bord. Ouais. Si t'es pas à l'aise, n'hésite pas à la remettre bien au bord là. Hein. Tu raccourcis un peu tes rênes, puis tu lui montres. Alors là, c'est possible qu'elle passe bien au bord parce qu'il y a le caillou là par contre. Voilà. Arlène, c'est une rando que tu fais avec tout le monde, ça? Alors c'est une rando qui est possible même si tu as un petit niveau à cheval. Après, je te confirme. Voilà, il faut quand même être sportif parce qu'on peut finir à pied. Il y a des fois on descend des chevaux pour les aider. Il n'y a pas de galop dans cette balade-là quasiment. Non, alors là c'est une balade montagne, donc il y a pas de, on peut pas faire de galop, le terrain le permet pas, le dénivelé non plus. Donc ça reste de la promenade. Ça m'arrange. Là. Oui, t'es une bonne fille. On est presque arrivé. On y est, on va jusqu'au panneau où c'est marqué l'altitude et tout. Et surtout on leur fait une grosse caresse. Ouais. C'est pas facile quand même. Hein? Ouais, là on a encore sous le sabot. Ouais. C'est vrai? Ouais. Moi aussi j'en ai sous le sabot. Il est pas joyeux cet âne? C'est vrai qu'il est joyeux. Ah ouais, il est à fond. Oh. Maintenant, c'est moi l'âne. Ouais, je veux bien. J'y tiens quand même au pique-nique. Merci à Totem qui nous a montré tout ça. Ah oui, dis donc, Totem, cool. Ouais, Totem, cool. Parce que si pas Totem, pas de pique-nique. Pas fromage. Que colle du fromage. Voilà. C'est une super rando. Ça va? Ouais. Ça a plu? Ouais. Bon. Il n'est pas exclu que j'ai un peu mal aux fesses demain.
Écoute, ça a l'air sympa quand même. Alors, le problème avec le cheval, moi j'en avais fait une fois, c'est que c'est vivant. Ouais, c'est pas une mobilette, je te le confirme. Et c'est haut, et c'est grand. Et c'est grand, surtout quand tu es dans des chemins escarpés comme ça. Et je te confirme que j'ai eu mal aux fesses pendant 2-3 jours. Ouais, alors c'est vrai qu'il faut... Et attends, il y a le VTT après, hein, t'as pas fini. Hein. Oui, non mais attends, j'ai tout donné là. Petite cravache, non pas pour taper sur le cheval, juste pour le stimuler un tout petit peu, tu vois. C'est joliment quand dit. il n'a pas envie de monter, il monte, voilà. Et puis, ce que je trouvais super sympa, c'est qu'on est allé au col fromage, on a dégusté du fromage. Et puis ce que j'ai adoré, c'est qu'il n'y a pas eu de galop. Ah bah oui, heureusement, heureusement. Dis donc, t'as un drôle de truc sur la tête, c'est pas le même casque que d'habitude. Non, c'est une bombe. Ça s'appelle une bombe. C'est une bomba, ça. C'est vraiment le casque adapté à l'équitation. C'est important, il faut se protéger parce qu'on ne sait jamais s'il y a un écart. Même si on ne galope pas, vous pouvez tomber, vous tombez de haut. Ce qui est formidable, c'est que toutes les petites filles adorent l'équitation, en font souvent chez elles. Et là, en famille, on peut découvrir encore une façon différente de voir la montagne. La journée, ça coûte 60 €. Les bombes, les casques sont fournis. Le cheval, évidemment, est fourni. Le fromage, au col du fromage, est fourni. Je trouve ça assez sympa de visiter. On était dans le Kéra, là, le Kéra, avec le cheval et l'âne, totem. Oui. Alors l'âne, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est moins haut et ça permet de porter le matériel et d'avoir une relation privilégiée avec l'animal. J'aime bien aussi la randonnée avec un âne. Hein. Oui, et puis, comme je le dis dans le sujet, pas de totem, pas de pique-nique. Merci Nat. Bon, garde un peu la forme parce que tu as du VTT encore à faire. Alors nous, pendant que Nathalie fait du sport, nous on va manger, enfin en tout cas on va dévorer des yeux des tas de bons plats typiques de la montagne. Pierre Carrier, toi tu es chamoniard depuis X générations, on compte encore? Oui. Bon, on sait qu'il y a 8 générations connues. Oui, bon, ça va, c'est validé 8 générations. Ouais. Laboureur de père en fils avant. Ouais, et surtout hôtelier de père en fils aussi. Voilà, c'est en 1903 parce que mon arrière-grand-père a construit les premières parties de l'hôtel qui s'appelait alors la pension du chemin de fer parce qu'il avait un service de diligence et le train est arrivé en 1902 à Chamonix. Ouais. Donc il s'est en fait recyclé. Oui, la tradition du tourisme est très ancienne ici dans cette vallée. C'est un peu particulier et d'ailleurs il y a beaucoup d'hôtels et des restaurateurs étoilés. Tu en fais partie, 2 étoiles au Michelin. Et pour autant, la dernière fois que je t'ai rencontré, tu nous as fait un truc bien roboratif façon montagne, à la Chamoniarde. Oui, voilà, c'est l'avantage qu'on a. On a 2 restaurants. On a le restaurant étoilé où bien sûr on fait une cuisine plus sophistiquée, mais on a surtout la Maison Carrier aussi, qui est un restaurant qu'on appelle notre restaurant de pays et où on pratique une cuisine vraiment traditionnelle de montagne avec un caractère fort. Qui tient au ventre. Alors regardez, ça s'appelle un farçon chamoniard. C'est un gâteau de patates, je ne peux pas dire autrement. Exactement, c'est un plat qui est vraiment de la haute vallée de l'Arve et il s'appelle farçon juste dans la très haute vallée de l'Arve, des Ouches à Valorcine. Et il s'appelle farcement plus bas, on le pratique aussi dans la basse vallée. Mais c'est un gâteau de pommes de terre qui est préparé avec du lard fumé. Des fruits secs, donc pruneaux, raisins secs. Il y a eu même parfois dans certains villages des abricots, parce que les recettes changeaient d'un village à l'autre. Et oui, moi j'en ai aussi en Maurienne, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et le but c'était, quand on a mangé ça, on est bon pour la journée, quoi. Alors c'était le plat du dimanche, c'est-à-dire que le farçon... Le dimanche on travaille pas pourtant. Le farçon demande 4 heures de cuisson. Ah, quand même. Et quand on partait à la messe à 7 h du matin, on revenait à midi, le farçon était cuit. Et on l'accompagne suivant les moyens de la famille avec une viande en sauce ou simplement avec un bout de lard fumé. Parce que c'est une entrée. C'est un accompagnement. C'est génial. On peut aussi le manger tout seul. Moi, mais c'est très bon. Franchement, j'avais goûté. C'est très bon. Mais ce qu'il y a de bien dans la cuisine montagnarde, c'est qu'en général, c'est fait pour tenir au ventre. Hein. C'est ça. Comme ces fromages là. Alors, Pascal, toi, tu es agriculteur dans la vallée de Chamonix. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, nous ne sommes plus que 4 dans toute la vallée. Compte 4, il y a 15 000 habitants rien qu'à Chamonix. Des fromages que tu fabriques toi-même. Et d'ailleurs, vous êtes en relation tous les deux. Hein. Tout à fait. On a bien sûr sur nos plateaux de fromage les fromages de Pascal. Parce que ça fait partie des produits de la vallée et qu'on doit mettre en avant. Et clairement, c'est pas dans la vallée de Chamonix qu'il y a le plus d'agriculteurs. Ce serait plutôt de l'autre côté, dans le Chablais. Oui, Chablais, puis toute la Clusaz, Petit Bournan, Grand Bournan. Et puis tous les autres massifs. Mais ici, on est quand même vraiment entouré de glaciers et c'est pas facile de faire paître des vaches. T'as quoi, des chèvres, des vaches? Moi, j'ai des chèvres, donc j'ai une 47 laitières, plus le renouvellement, une 60aine à peu près. En race Saanen, les blanches. Et tu te sens pas tout seul dans la vallée, là? Oui, un petit peu. Dans plein en tout de cas, domaines. nous, on va les goûter. Alors, il y a des fromages stars aussi, Philippe. Le reblochon, est-ce qu'on a besoin de présenter le reblochon qui est fabriqué dans les Aravis? Voilà. Donc, le reblochon fabriqué dans les Aravis, c'est principalement du reblochon fermier, fabriqué à la ferme.
Et là, donc, tu as les deux, je suis fier de te présenter ces deux produits, donc le reblochon et le Beaufort. Le Beaufort. Moi, c'est mon chouchou, le Beaufort, parce que j'ai des attaches en Maurienne et c'est aussi dans la zone Beaufort, toute la Savoie. Tout à fait. Toute la Savoie est dans la zone Beaufort. Et une partie, donc, seule commune de Haute-Savoie dans la zone Beaufort, qui est dans la zone Beaufort, c'est Pras-Warly. Oui, enfin, c'est mitoyen, on va pas chipoter. Voilà, en tout cas, les vaches, fait. elles ont la même herbe. Voilà. Et alors, le Beaufort, j'aime bien, et vous allez comprendre pourquoi. Quand on sait comment c'est fait, et on comprend pourquoi c'est bon. Regardez. Depuis le col du Pré, j'emprunte les pistes d'alpage. Je vais aller voir Maurice, au chalet des Grands Plans. Bonjour Laurent. Ça va? Ouais, ça va. Alors, comme chaque année, tu as passé l'été ici, en estive, à 2000 mètres. Ouais. Disons que oui, ça s'est assez bien passé. Disons qu'on a eu un peu chaud en juillet. Ah, là, il y a tes fils qui sont là. Donc, il y a Olivier, mon fils aîné, et puis Thomas. Qu'est-ce que vous faites, les garçons, là? On prépare la descente de l'alpage. Déjà? La saison est finie. Déjà, c'est déjà fini? Bah ouais, ça arrive le mois de septembre, on commence à tourner un peu les talons et à redescendre petit à petit jusqu'à la vallée. Le troupeau, lui, est déjà un peu redescendu par rapport au mois d'août. Mais le lait produit en cette fin septembre permet encore de fabriquer du Beaufort d'été, le plus savoureux, grâce à la qualité des pâturages. Une traite à cette période, c'est environ 350 litres de lait. Donc, il y a du boulot. Faire attention. Voilà. Là, vous reposez pied, quand même. Bon, ça c'est des belles tarines, ça. Alors ça, voilà. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'adore les tarines, je suis fou amoureux des tarines. Regarde ça, ce maquillage, cette silhouette fine, on sent que c'est la vache de montagne. Elle s'appelle Sirène. Elle porte bien son nom. Et là, elles attendent pour aller se faire traire. Voilà, là, elles sont pressées, on sent qu'il y a de la tension. Là, elles sont réglées à la minute. Une vache à 4 heures, elle n'a pas de montre, mais elle sait que c'est l'heure. Allez, oh! Allez! Allez, ma belle, à la traite. Il suffit d'un peu d'entraînement, puis finalement, on y arrive. C'est un métier, Pourquoi elles ne m'obéissent pas à moi? On peut avoir une fois ou deux, après on travaille autrement. Donc voilà cette fameuse machine. Voilà, donc ça c'est les salles de traite qu'on a dans les alpages. Et avant, il fallait combien de temps pour traire une vache? Avant, à la main, je sais pas, peut-être... moi j'ai pas connu. T'as pas connu, mais ton père, il me disait faut peut-être qu'il faisait 8 à 9 vaches à l'heure. Comme ça. Ouais. Il fallait des bras. Aujourd'hui, on traite 60 vaches. Nous, ici, 60 vaches en 1h30. Quoi. Vous savez quoi? Ça s'appelle la torture de la tarte myrtille. Ça fait un bon moment qu'ils l'ont devant le nez. Ils n'ont pas le droit d'y toucher parce qu'on la mangera après l'émission. Philippe, je voudrais quand même qu'on parle du comté parce que le Beaufort, le comté sont deux fromages qui se ressemblent, qui ne sont pas tout à fait pareils. Et évidemment, le comté s'est fait dans le Jura avec ses paysages magnifiques. Voilà, fabriqué dans le Jura, et même au sens plus large en Franche-Comté. Donc il y a beaucoup de communes du Haut-Doubs. C'est un fromage qui est principalement fabriqué en coopérative. Affiné chez des maîtres affineurs de renom et réputés. Et c'est vrai que c'est une belle appellation, c'est une des plus grosses AOP en pâte pressée cuite au niveau tonnage, au niveau quantité fabriquée, et qui fait vivre très très bien vivre son territoire avec une belle organisation des hommes et des femmes. Et c'est beaucoup de leçons à retenir. Quand on voit les paysages du Jura, ces immenses alpages, là on se dit qu'il y a de la place pour les vaches. Contrairement à la vallée de Chamonix, il y a plus de glaciers quand même. C'est tout à fait vrai, oui. C'est vrai qu'au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau du relief, c'est complètement différent. Par contre, nos fromages aussi, on doit continuer à se battre pour bien valoriser nos fromages sur nos territoires haut-savoyards et savoyards. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une bonne prise de conscience. Et aussi, on sent aussi l'évolution de la consommation. Le consommateur vient vers nous plus facilement. D'autant plus que les stations de ski, les stations touristiques permettent quand même de rapprocher les producteurs que vous êtes des consommateurs. Parce que dans les stations, on vend beaucoup de Beaufort, de Comté, de Reblochon, de Thom. Tout à fait. Les producteurs de lait et donc les coopératives à travers les productions de fromage ont aussi mis en place des ateliers de vente, des magasins dans les stations. C'est utile et nécessaire aussi pour valoriser notre lait dans donc des conditions. Il y a une bonne cohabitation entre les deux. Absolument.
Et puis sur ces magasins également, on ouvre également sur les petits producteurs locaux qui fabriquent à la ferme, des petits artisans. Et qui font vivre la montagne, et qui font vivre ces paysages. Je vois que Fabrice louche sur la tarte en métier, tu peux y aller quand même. Non mais te gêne pas. Franchement, le plaisir d'un sandwich au Comté ou au Beaufort quand on rentre de rando, c'est pas ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Ça fait partie de la balade. Ça fait partie de la balade, le pique-nique. La charcuterie, le fromage. Ouais, et on n'est pas obligé d'avoir des choses extraordinaires. Alors ça, c'est pas une vache. À table. C'est le signal. C'est le signal. Je vais retrouver Bruno. Alors Bruno, attendez, j'ai ma petite oreillette qui est en train de tomber. Voilà. Bruno, toi, tu représentes les clarines. Les carlines des ports du Pourtant, Pont-Soleil. les clarines, c'est bien le son des cloches. Non, la clarine, c'est des sons de cloche. Une carline, c'est une fleur de montagne. Voilà. Et toi, parce que tu fais des cloches, tu as appelé ça carline. Voilà. En toute logique. Voilà. Alors l'intérêt de ce groupe, c'est que vous êtes franco-suisse ou bien? Oui, on est valaisans et savoyards. Ouais. Disons chablaisiens. Ouais. Et on représente la montée à l'alpage. Au printemps, quand on monte les bêtes à l'alpage, on leur met des grosses cloches. Ouais. Et on fait la fête. Et ça fait du charivari, je crois d'ailleurs que le mot vient de là. Ça vient un peu du charivari, voilà. Ouais, et ils font du bruit, ces gars-là, tellement qu'on les a mis dans le décor là-haut, parce que ça va être en fin d'émission un bon moment de joie. Il faut savoir aussi qu'en Suisse, c'est pas du folklore, c'est vraiment un mode de vie, les clarines. Oui, ils montent à l'alpage. Avec des gens comme toi et tes amis. Voilà. Bon, on écoutera ça tout à l'heure. Nathalie, elle va nous proposer de faire encore un petit peu de sport quand même. Après tout ce fromage, il faut bien perdre des kilos, non? Ah oui, alors surtout avec le sport dont je vais te parler, c'est le vélo, le VTT. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, alors c'est vrai que le VTT, c'est finalement et le plus facile et le moins simple, car on est en montagne, et en montagne, ça monte, ça descend, quelquefois c'est trialisant. Je suis partie avec Delphine, Guillaume et leurs 2 filles. Au début, c'était assez facile, et puis à un moment donné, le papa est parti avec les 2 filles, et ça s'est corsé, regardez. Là, c'est vraiment agréable d'évoluer sur ces terrains-là. C'est souple, c'est fou. Ah, c'est extra. Petit tapis d'aiguille de Nélèze. C'est idéal pour les familles. La famille. Delphine, est-ce que tu apprécies le paysage ou est-ce que tu es concentrée? Moi j'apprécie le paysage. On fait un petit stop? Là, on va apprécier. Regardez, on arrive à un joli belvédère avec une belle vue sur le sommet bûcher. On est à 1840 d'altitude. On est à 1840 d'altitude. Est-ce que vous ressentez les effets de l'altitude? Ouais. On est censé être essoufflé un peu plus vite, non? Guillaume Gaffry. Oui. Je savais. On est en hypoxie en altitude. En effet, il y a moins d'oxygène. C'est-à-dire qu'on doit quand même ménager son effort. C'est important ça quand on est en famille. Oui, ménager son effort, beaucoup boire, parce qu'on se déshydrate également. Non Guillaume, on a dit beaucoup boire. De l'eau. Ah, non, mais j'avais pas compris ça, moi. On va où maintenant? Là, on va continuer notre petite balade pour rejoindre le lac de Roux. Vous vous débrouillez comme des chefs, les filles. Tombe pas Delphine dans l'eau. On va où là, Sébastien? On va rejoindre un petit sentier, un petit single track, comme on dit dans l'activité. Ouais, mais j'ai pas prévu de faire des folies de mon corps là. Non? Non. Ah, c'est dommage. Bon, Non, on va y aller tranquillou, tu sais, c'est de l'initiation là. Oui. Delphine? Oui, ça me va très bien. Sinon, au cas où, je crois qu'il y a le PGHM, je les entends. Ouais, ils sont pas loin, ouais. C'est l'hélico là-bas. Ils arrivent, c'est mon hélico personnel. Oh les gars! Surtout pas donner d'à-coup. Si je donne un à-coup, qu'est-ce qui se passe? Tu peux le faire. Légèrement en arrière, on ne donne pas d'à-coup. Allez, mais vous êtes tous les deux capables d'aller. Non, j'ai super peur. Donc, hop là! Pourquoi t'es tombé alors? Pourquoi? J'en sais rien, il est parti mon vélo tout seul. Ça y est, on est arrivé. Alors, Delphine? Un bilan? Un bilan très sympa. Comment dire? Faut se mettre à l'aise, quoi. Tu t'es pas blessée? T'es tombée, je suis tombée, mais je me suis pas fait mal, non. Tu t'es fait peur? Ouais, je me suis fait peur, mais bon. Belle gamelle. Ouais, franchement. Merci Sébastien. Merci à vous. C'était bien sympa, on s'est fait un peu peur, mais on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir, c'est le principe.
Tu vas ouvrir un magasin de casques, Nathalie. Celui-là, il est génial. Hein. Oui, tu vois, regarde. Alors les lunettes, c'est pour éviter les projections de terre, parce que quand on est en VTT, voilà. Le casque, c'est tout simplement que malgré tout, on a quelque chose dans le crâne, c'est bien de le protéger. Les gants, c'est important. Enfin, en tout cas, on essaye, même si on est blonde. Les gants, c'est important, tu vois, ceux-ci sont renforcés. Ça permet, si on tombe comme Delphine, tout simplement de ne pas se blesser. Et puis, voilà, on était aux abords du lac de Roux et tu vois, avec les filles, les petites, c'était assez facile. Et puis, il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué. Et là, on est content d'avoir un accompagnateur. Et je voulais te parler d'un accessoire important. Oui, c'est quoi un short? C'est le cuissard avec, tu sais, la petite protection pour le derrière. D'accord, et ça sert à pas être tout nu si on tombe, c'est ça? Non, ça sert surtout à protéger ses petits fessiers. Je te dis, j'aurais dû en mettre 2 parce que, oui, équitation, VTT, tu m'as pas ménagé. Ce qui est aussi sympa, ce sont les protections. Tu as vu qu'à un moment donné, on s'équipait et quand on tombe, c'est vraiment primordial de protéger ses genoux. Et là, j'ai un truc absolument incroyable. C'est une matière, vous savez, les matières intelligentes, les tissus intelligents. Regarde, c'est complètement mou. Tu vois, eh bien, si tu tombes, en cas de choc, ça se rigidifie et ça joue son rôle de protection. Ouais. C'est absolument génial. Alors, ce qu'il y a de bien dans le VTT, c'est qu'on peut monter à vélo, on peut aussi monter avec des télésièges ou des téléphériques parce que toutes les stations font ça pendant l'été. Hein. Oui, je te reconnais bien là. Alors c'est vrai qu'on peut monter à vélo, mais que dans les stations aujourd'hui, on peut accrocher son vélo au télésiège. L'été, c'est équipé pour ça. Ça permet de faire quoi? Ça permet d'utiliser des parcours qui sont souvent balisés, et notamment dans les Hautes-Alpes, par diverses stations, notamment des parcours avec des différents niveaux, différentes difficultés. C'est comme sur les pistes de ski. Oui. Et là, on voit d'ailleurs à l'image une piste plutôt noire. C'est-à-dire que ça peut être très dur hein, parfois. Il faut quand même en avoir dans la cuisse. Plutôt noir. Ouais. Très noir. Alors c'est pas vraiment dans la cuisse, c'est que c'est une piste qui est difficile à la descente. Les pistes noires, c'est vraiment des pistes qui sont réservées à ceux qui sont aguerris à la descente. Noir, rouge et vert pour les débutants. Là, effectivement, c'est plutôt du noir. Et c'est vrai qu'il y a plein de spécialistes du VTT, de la descente, qui vont dans les Hautes-Alpes pour pratiquer leur sport l'été. Bon, merci Nathalie. J'espère que tu es bien fatiguée, que tu vas bien dormir ce soir. En tout cas, ça nous donne envie. Hein. Nils Martin, alors cette fête de la montagne qui aura bien lieu du 29 au 30 juin, le week-end du 29 et 30 juin, non pas 28, mais en même temps pour y être le 29 ou partir le 28, donc c'est pas si faux que ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Coordination montagne, c'est quoi exactement ? La coordination montagne, c'est le regroupement de tous les passionnés de montagne en fait. C'est-à-dire qu'il y a toutes les associations de pratiquants et il y a tous les professionnels de la montagne, donc on en a vu quelques-uns lors de l'émission, et donc c'est le regroupement de tout ce monde-là qui se sont dit pourquoi on ne fêterait pas la montagne comme on fête la musique par exemple. Oui, bien sûr, en plus c'est à peu près aux mêmes dates. La date justement de fin juin, c'est pour avoir les grandes journées, pour avoir les fleurs encore dans les prés et pour ouvrir toutes ces activités qu'on a découvertes dans l'émission à tout le monde. Voilà, c'est pour faire redécouvrir la montagne d'été, qui parfois on a oublié de la raconter, de la mettre en valeur. Et donc du coup, effectivement, le dernier week-end de juin, c'est un week-end qu'on peut retenir aussi, qui restera un petit peu dans les mémoires de tout le monde. Et le but, c'est de recommencer l'an prochain quand même. Alors le but, c'est de recommencer l'an prochain et toutes les années, c'est-à-dire qu'on se rappelle que le dernier week-end de juin, c'est le week-end où il faut aller en montagne, un peu partout, il y aura des animations. Un peu partout, dans tous les massifs, c'est important de le dire, Vosges, Pyrénées, Massif central, Jura, Alpes du Sud et du Nord, et on peut faire quoi ? Alors il y a un peu tout, hein. Cette année il y a 185 événements partout en France, donc dans tous les massifs, et ça peut aller effectivement des activités sportives, mais aussi de l'activité culturelle, de la gastronomie, enfin tout ce qu'on a vu lors de l'émission, et donc ça s'adresse vraiment à tous. D'accord. Bon, en tout cas c'est vrai que des montagnes il y en a à peu près partout en France, mais s'il y a une région où il y en a beaucoup, c'est bien la région Rhône-Alpes. 70% du territoire en zone montagneuse avec 3 massifs, le massif central, le Jura et les Alpes. Alors forcément ici, peut-être un peu plus qu'ailleurs, on s'est posé des questions entre professionnels, entre élus, sur ce que pourrait être la montagne en 2040. C'est un projet de concertation et j'ai pas résisté à l'envie de demander au président de la région Rhône-Alpes, Jean-Jacques Kéran, de nous tirer un premier bilan, nous donner déjà son premier sentiment sur cette montagne dans l'avenir. Écoutez-le. Jean-Jacques Kéran, quand on voit toutes ces belles images qu'on vient de voir dans l'émission, on se dit que tout est beau dans le meilleur des mondes. Est-ce qu'il y a quand même des raisons de peut-être s'inquiéter sur l'avenir de nos massifs montagneux ? Il y a des raisons, d'abord parce que la montagne est fragile. On a fait depuis les années 60 une urbanisation très forte de la montagne, on a parfois détruit des sites. On se rend compte maintenant que les glaciers régressent.
en haute montagne. On se rend compte que l'environnement risque d'être menacé, notamment par la pollution. Et puis il faut aussi que les hommes, les femmes puissent rester en montagne à travers leurs activités, que ce ne soit pas simplement des saisonniers. Il faut aussi qu'il y ait une vie dans la montagne. Vous savez, parcourir la montagne l'été sans voir un troupeau de vaches, sans voir des animaux, sans voir des gens qui y travaillent, c'est assez désespérant. Mais alors pour ce qui est d'y vivre, est-ce qu'on est obligé de vivre dans le tourisme pour pouvoir s'installer, avoir des revenus dans nos massifs montagneux? Non, parce que le tourisme, ce n'est pas la seule activité. C'est la principale. Nous savons, c'est la principale. Mais j'ai inauguré récemment l'abattoir de Megève. Quand on pense Megève, on pense le tourisme pour les gens aisés. Hein. On ne pense pas tellement à abattoir, c'est vrai. Non, on ne pense pas à abattoir. Or, si l'on veut maintenir des troupeaux, maintenir une activité agricole, il faut aussi pouvoir abattre les bêtes et ne pas simplement les transporter, ce qui augmente les coûts vers les abattoirs d'Annecy ou les abattoirs de Grenoble. Donc on est là dans l'agriculture. Maintenant, moi, j'ai un métier un peu moderne, j'ai besoin d'Internet, j'ai envie de rester au fin fond de la vallée de la Maurienne, du côté de Bonneval-sur-Arc, endroit que j'aime bien par ailleurs. Est-ce que je vais pouvoir m'installer ou est-ce qu'il va falloir forcément que je devienne moniteur de ski ou que je travaille en remontée mécanique pour vivre? Je crois que le haut débit va changer beaucoup les choses. C'est-à-dire qu'on pourra travailler à la montagne et être directement connecté avec son bureau. On pourra travailler, par exemple, faire du graphisme, faire du design, envoyer ses prescriptions. Je pense que le télétravail va faire évoluer beaucoup dans les prochaines années. C'est peut-être un rêve, mais je rêve. Va faire évoluer la situation. Et je vois que les territoires de montagne ne perdent plus d'habitants. Les jeunes viennent s'y réinstaller et les jeunes veulent y travailler, veulent y vivre. Ce n'est pas simplement être au service d'une mono-activité. Une question encore, Jean-Jacques Kéran. Justement, votre pratique à vous de la montagne, c'est quoi? Vous êtes plutôt ski, vous êtes plutôt télésiège ou randonnée? Moi, j'étais plutôt ski. J'ai malheureusement laissé les croisés sur les pistes de Miribel. Alors, pour le moment, c'est plutôt balade. Il y a quelques jours, j'étais en Ardèche, sur la montagne ardéchoise, parce qu'on pense toujours Alpes. Et non, les Cévennes ardéchoises, c'est magnifique. C'est magnifique. Et là-bas, il y a des éleveurs, 80 éleveurs qui font ce qu'on appelle le fin gras du mézinc. C'est une viande extraordinaire. Donc vous êtes plutôt rando, mais quand même avec un bon petit resto. Toujours rando et un peu vélo. Moi j'aime bien le concept rando et bon petit resto à l'arrivée. D'ailleurs il y a tout qui nous attend sur la table. Alors si vous aussi vous voulez participer à toutes ces activités que vous avez vues dans cette émission les 29 et 30 juin à l'occasion de la fête de la montagne ou même après, participe à notre grand jeu. Il suffit d'aller sur alpes.fr pour gagner des nuits en refuge pour 4 personnes, des journées d'initiation à tous les sports que vous avez vus pour 2 personnes et plein d'autres choses encore. Alpes.fr. Nathalie, je te dis au revoir et puis j'espère qu'on va se recroiser la saison prochaine à Midi en France quand vous reviendrez en montagne. Écoute, quand on va à la montagne, c'est toi, Laurent, notre spécialiste montagne. On t'aime. Moi aussi, en tout cas. On te retrouvera aussi sur France 3 dans Interville, mais tu vas pas courir après les vachettes, là. Tu vas co-présenter l'émission, c'est ça? Oui, il y a un anniversaire pour les 50 ans d'Interville. Ce sera le 29 juin sur France 2, Laurent. Ok. Merci Nathalie, merci à vous. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à, comme on dit. C'est beau, c'est pas forcément loin de chez vous parce que des massifs montagneux, il y en a partout. Quant à nous, on se retrouve après les vacances pour une énième saison de Chroniques d'en haut. D'ici là, bonnes vacances à tous et profitez bien de la montagne.